qui n'avaient pas été rassemblées pour le moment, des recherches qui n'avaient pas été faites. Et on a vu Sylvie travailler au cours de ces 3, 4, 6 ans. Et voilà, c'est vraiment une somme de travail considérable. Et finalement, c'est très généreux de sa part, puisque tous les chercheurs et historiens vont pouvoir bénéficier, à travers la publication, de ces connaissances. Donc, une heure de présentation. Merci. Donc, je vais vous parler donc des Juifs à Lyon de l'avant-guerre à la Libération. Et je voudrais commencer mon propos en vous disant que faire des Juifs un champ d'investigation permet de prendre en compte les dimensions variées de l'expression polysémique « être juif » et de poser la question de savoir comment continuer à vivre en temps de guerre quand on est juif. Et pour mener ce travail, la première question que je me suis posée, et qui n'est pas une question simple, c'est de savoir qui est juif. En fait, c'est une question complexe, parce qu'il y a au moins 1000 façons d'être juif, au moins, j'ai bien dit, et en plus de cela, s'ajoute la dialectique de l'appartenance à une religion ou à un peuple. Alors, pendant la guerre, qui est juif ? Eh bien, c'est le marquage de Vichy qui détermine cette identité et qui m'a amené à travailler sur les sources qui programmaient l'élimination des populations juives, à travailler sur les rapports, les dossiers d'administration de Vichy, du commissariat aux questions juives, de la police, mais aussi de l'occupant nazi, à travailler sur ces sources qui finalement étaient vouées à faire disparaître les Juifs. Eh bien, il faut relever ce paradoxe qu'en travaillant sur ces sources-là, j'ai pu redonner vie à certaines de ces personnes. Et ce paradoxe a été relevé notamment par une sociologue qui s'appelle Régine Azria. En plus de ces sources sur lesquelles j'ai travaillé, qui sont quand même des sources plutôt, je dirais, désincarnées, eh bien, je me suis intéressée aux sources juives, les sources communautaires du consistoire central, du consistoire de Lyon, mais aussi de l'Union générale israélite de France. Et ces sources, elles ont deux lectures. La première lecture, c'est qu'elles nous livrent l'extrême tension, l'extrême difficulté, les doutes dans lesquels se trouvent ces populations entre 1940 et 1945, mais en creux, ces sources nous livrent aussi le fruit d'une résistance juive face aux persécutions pour continuer à vivre le plus, et je l'écrirai, je le dirai entre guillemets, le plus normalement possible dans des circonstances qui, elles, n'ont rien de normal. Enfin, puisque je suis en train de vous parler de mes sources, j'ai aussi beaucoup travaillé sur le témoignage, plus d'une centaine de témoins que j'ai rencontrés, dont quelques personnes ne sont ici. Ces témoignages, bien sûr, on va travailler avec précaution dessus parce qu'ils sont faillibles, parce qu'ils sont élastiques, parce qu'ils évoluent. Mais en même temps, on ne peut pas se passer du témoignage parce qu'il nous apporte des pistes, des points de recherche sur lesquels parfois l'historien ne pense même pas à aller chercher. Donc tout cela m'a amené finalement à travailler sur les Juifs à Lyon. Et ces Juifs à Lyon, eh bien, qui sont-ils ? Ce sont des personnes identifiées comme juives par les statuts de Vichy, lyonnaises de naissance, d'adoption ou de passage pendant la guerre. Juifs dits français de souche ou israélites, juifs récemment naturalisés ou juifs étrangers. La deuxième question que je me suis posée, c'est pourquoi travailler sur Lyon ? Eh bien, la ville de Lyon offre des caractéristiques géographiques qui font sa spécificité. Son site de confluence entre Rhône et Saône offre à la cité une situation dominante sur la voie de circulation qu'est le sillon rhodanien. C'est aussi le premier centre urbain le plus à proximité des frontières suisses et italiennes dans le quart sud-est de la France. Et Lyon est aussi un carrefour de communication terrestre, fluviale, mais surtout un
carrefour qui est optimisé grâce à son réseau ferroviaire à différentes échelles, locales, régionales, mais aussi nationales. De plus, Lyon devient, dans la vie des Français, la capitale de la zone non occupée. Bien que l'État se soit installé à Vichy, par exemple, 6 jours, après la signature de l'armistice, le quotidien lyonnais Le Soir de Lyon titre « Lyon sera la capitale des Français ». Alors, quel intérêt de travailler sur ce sujet-là? Eh bien, en fait, toutes ces questions, je me les suis posées pour répondre à ma curiosité. La curiosité de savoir quel était le sort des Juifs dans une ville que l'on a caractérisée, que l'on a appelée capitale de la résistance. Est-ce que le sort des Juifs a été spécifique dans cette ville qui est recouverte de ce voile glorieux de capitale de la résistance? Et pour cela, pour répondre à cette curiosité, j'ai cherché à estimer dans quelle mesure la vie juive à Lyon a été structurellement modifiée pendant la guerre. Et pour essayer de montrer cela, eh bien, je me suis intéressée à la vie juive avant la guerre, ce que j'appelle les effets sources. Et j'ai observé qu'il y avait un judaïsme local plutôt discret, mais très organisé, suffisamment organisé pour pouvoir faire face aux persécutions. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les Juifs pris dans la nasse, ces Juifs qui ont été pour la plupart détruits, eh bien, ont tous, sans exception, tenté d'échapper à cette nasse et d'y résister. Les moyens les plus connus ont longtemps fait de l'ombre à d'autres parfois si évidents qu'ils sont très rarement évoqués, et c'est ce que je voudrais vous proposer dans un troisième temps, c'est-à-dire de revenir sur la résistance et plus particulièrement sur ce que moi j'appelle et je qualifie de persistance juive. Alors pour commencer, quelle était la situation des Juifs avant la guerre? Eh bien, d'abord, dites-vous bien que les Juifs sont installés à Lyon depuis très longtemps. Ils y sont au moins depuis le IIIe siècle avant de notre ère. Mais Lyon n'a jamais été un foyer important du judaïsme. D'après les recensements de 1936, il y a dans l'agglomération de Lyon entre 6 à 7 000 Juifs, ce qui représente un peu moins de 1% du total de la population de l'agglomération, et on estime la présence des Juifs intramuros à 4000 environ, très fortement concentrés dans la presqu'île, mais on ne parle pas pour autant de quartiers juifs, c'est-à-dire de Pletzel comme à Paris. On ne parle pas non plus de ghettoisation des Juifs. Il faut aussi ajouter à ces 4000 Juifs 2000 à 2500 Juifs qui se trouvent dans la commune de Villeurbanne et une centaine aussi que l'on trouve dans les villes industrielles du sud de l'agglomération, Vénissieux et Saint-Fond. La plupart de ces Juifs, la grande majorité, travaillent alors à l'époque dans le domaine du textile. Le document que vous avez ici, je l'ai élaboré à partir d'un travail sur l'expoliation, donc pendant la guerre. On peut penser qu'avant la guerre, eh bien, les Juifs exercent dans ces domaines d'activité avec une primatie pour le textile qui s'élève au moins à 66%. Alors cette présence, plutôt tranquille, est organisée par un acteur discret dans la cité, et cet acteur, c'est le consistoire de Lyon, ou l'association cultuelle israélite de Lyon. Il administre le culte et il est installé dans la grande synagogue du Quai Tilsit. Il est composé de juifs ashkénazes, en grande partie originaires d'Alsace. Son président s'appelle Sylvain Goldschmidt. Ses administrateurs sont Albert Borac, Marcel Lévy. Ce sont tous des soyeux. Dans ce consistoire, qui travaille avec ce consistoire, vous avez une place très particulière pour
pour les rabbins, dont le grand rabbin de Lyon est Edgar Sech. Il est assisté par un jeune rabbin, Bernard Schoenberg, qui arrive en 1937 à Lyon et qui deviendra d'ailleurs le grand rabbin de Lyon en 1942. Il est assisté par le Chazan, qui est le chantre de la synagogue du Quai Tilsit, qui est Benjamin Dreyfus, mais qui est aussi le circonciseur, que l'on appelle le Moël, pour toute la région. Et il assiste dans les rabbins, si vous voulez, dans les cours d'instruction religieuse, notamment pour permettre les cérémonies des bar mitzvot ou des bat mitzvot, qu'on va dire simplement des communions, et vous vous rendez compte que les jeunes communiants sont habillés comme les communiants de l'époque. Le consistoire de Lyon participe à l'encadrement religieux par le respect du calendrier juif. Il équilibre son budget avec les locations de places à la Grande Synagogue, qui a presque doublé entre 1934 et 1938, mais qui diminue quand même entre 1938 et 1939, certainement en raison de la guerre, la mobilisation générale, les juifs qui sont français sont mobilisés, les juifs qui sont étrangers, eux, s'engagent volontairement pour défendre la France. Avec le rabbinat, le consistoire de Lyon planifie les mariages, organise les inhumations, surveille l'abattage rituel, la shrita, et il y a, avant la guerre, 3 boucheries cachères qui se trouvent à Lyon intramuros, plus 2 autres qui vont s'installer à Saint-Fond à partir de 1937. Le consistoire central le consistoire de Lyon, confère une tutelle aux associations culturelles qui se créent dans l'agglomération sous son modèle. Et je pense essentiellement à l'association cultuelle séfarade de Lyon, dont le fondateur en 1919 est Nissim Meyoas, son rabbin est Yehuda Léon Moël, son shamash, c'est-à-dire Bedeau, et Elia Elmalek, et après de multiples déménagements, cette communauté s'installe au 47 de la rue Montesquieu. Donc à la veille de la guerre, vous avez 2 grandes communautés, à Tilsit, les Ashkénazes, et à Montesquieu, les Séfarades. Des comités de bienfaisance sont aussi soutenus par le consistoire de Lyon. Ils sont reconnus d'utilité publique depuis 1910 et ils sont très actifs auprès des coreligionnaires les plus nécessiteux. Mais le consistoire de Lyon s'affilie de très nombreuses associations. La première que je voudrais vous citer, elle est très peu connue, c'est l'association des vieillards et infirmes du culte israélite, que l'on appelle aussi la maison de refuge israélite de Lyon, communément appelé le Refuge, qui était situé au 77 de la rue de la Villette, dans le 3e arrondissement, qui a été déclaré d'utilité publique en 1887 et donc qui s'occupait des personnes âgées. Cette maison a été gérée jusqu'en 1941 par le couple Rakowski et ensuite, en 1941, par Flore et Benoît Eman, qui, pendant la guerre, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler, vont sauver de nombreux enfants, dont une personne que nous connaissons tous ici, la chanteuse Régine. Autre association importante à Lyon, c'est Shema Israël, qui veut dire Écoute Israël, et qui est dirigée par Robert Lehmann, un des piliers de la vie juive à Lyon avant et pendant la guerre, jusqu'à son arrestation en 1944. Cette association Shema Israël travaillait en étroite collaboration avec le rabbin Schoenberg, et elle avait pour but de rassembler des jeunes gens plutôt éloignés du judaïsme et de les ramener à leur identité autour de discussions, autour de repas. Robert Lehmann était un homme particulièrement généreux et il n'hésitait pas à sortir les deniers de sa poche pour aider ces jeunes gens-là. Autre association très importante, toute petite mais très importante à l'époque à Lyon, elle a été organisée par le rabbin Schoenberg
c'est l'association Le Lien. Il s'est attaché à réunir des jeunes gens plutôt assimilés, garçons et filles de différents horizons géographiques, ashkénazes, séfarades, pour réfléchir sur des textes religieux, dans le but de retrouver une identité juive dans un contexte, je dirais, de déjudaïsation générale, d'antisémitisme qui est de plus en plus important. Et en plus, cette association avait certainement un but inavoué qui était de favoriser l'endogamie. Le Consistoire de Lyon collabore étroitement aussi avec l'œuvre philanthropique de l'Alliance israélite universelle, avec des associations comme l'OSE, l'Organisation de secours des enfants, mais aussi avec des associations étrangères, la ISEM ou encore le Relico. Et à la veille de la guerre, vous le voyez, le paysage associatif juif à Lyon est très riche. Je ne vous ai pas parlé des associations étudiantes, des associations d'anciens combattants. Je ne vous ai pas parlé de la section lyonnaise de la Fédération sioniste de France, qui est d'ailleurs soutenue dès 1900, les années 30, qui est soutenue par Justin Godard. Mais au-delà de ces associations que je viens de vous citer, qui sont plutôt des associations, je dirais, de l'entre-soi, eh bien, il y a des associations qui ne sont pas juives, mais qui œuvrent essentiellement pour les juifs. Il y en a au moins deux. La première, c'est la LICA, qui a été créée à Paris en 1928 par Bernard Lecache, mais la section française, la section lyonnaise, s'est créée en 1935. Son siège s'installe au 12 de la rue Sainte-Catherine. Son action, réunir les gens, faire des conférences, distribuer des tracts, afficher dans les rues. Et dans l'éventualité d'actions musclées, la section de Lyon s'est dotée d'une section de jeunes actifs et étudiants. Pour le coup, ils sont tous juifs et ils sont soutenus par des membres de la jeunesse étudiante chrétienne ou, à l'opposé, par la jeunesse communiste. Les membres de la LICA, de la Ligue contre l'antisémitisme, fusionnent avec une autre association qui est le Comité de secours aux réfugiés allemands, que l'on appelle le CAR, et qui a été créé à Lyon en 1934, qui fonctionnait rue Pizet, mais qui a déclaré le 18 janvier 1939 à la préfecture une nouvelle adresse, c'est-à-dire le 12 de la rue Sainte-Catherine. Sylvain Goldschmidt, qui est le président du consistoire, est la cheville ouvrière de cette association, qui compte des membres influents, dont, pour membre honoraire, vous le voyez, le monseigneur Gerlier. L'action prioritaire du CAR est essentiellement matérielle, afin de permettre aux étrangers qui arrivent à Lyon, bien souvent avec très peu de moyens, de se vêtir, de se nourrir, de se loger, de régulariser leur situation, voire même de préparer leur émigration. En juin 1940, arrive aussi une autre association qui s'installe aussi au 12 de la rue Sainte-Catherine. C'est la Fédération des sociétés juives françaises, qui est une association plutôt de type sioniste et qui aide les juifs étrangers. Le fonctionnement de ces associations, leurs liens entre elles, dessinent dans la cité rhodanienne un réseau de solidarité solide. Leurs acteurs se retrouvent dans les unes ou les autres associations. En somme, on peut dire que le judaïsme local d'avant-guerre est installé dans un véritable terreau d'assimilation qui ne lui retire en rien son identité juive. Un terreau suffisamment organisé pour accueillir les transfuges qui, en 1940, font de Lyon une ville refuge. Parce que Lyon devient un bassin d'accueil des Juifs qui arrivent dès 1940, je vous l'ai dit, du nord de la France ou encore des Pays-Bas, de la Belgique. Ils fuient l'occupation, les Allemands qui défilent sur les Champs-Élysées le 14 juin 1940. Ils fuient aussi le nord
territoire de la France pour venir à Lyon à partir de la signature de l'armistice, et ils passent clandestinement la ligne de démarcation. Mais il faut aussi voir les Juifs qui vont arriver à Lyon à partir de 1943 et qui, eux, remontent de Marseille parce qu'ils fuient l'occupation allemande et la destruction du Vieux-Port qui a eu lieu en janvier 1943. Il y a aussi une autre situation qui, elle, m'a vraiment surprise quand j'ai travaillé sur ces documents, parce que je me suis rendu compte que Lyon non seulement était un bassin d'accueil, mais était aussi un bassin de transit des Juifs. Et notamment des Juifs venant d'Europe centrale et orientale qui arrivent par la Suisse, parce qu'habituellement, moi, dans mon schéma, c'était de dire les Juifs fuient en Suisse. Et bien là, on apprend que des Juifs vont arriver par la Suisse pour tenter de quitter le continent. Et ceci, je l'ai trouvé dans un rapport de la police aux questions juives qui date du 25 février 1942 et qui écrit les mots suivants. Il existe toute une organisation juive d'hébergement afin de faciliter soit l'entrée en France de Juifs venant d'Europe centrale, soit le départ vers l'étranger de Juifs actuellement en France. Les particuliers qui assurent la liaison sont en rapport constant avec les organisations OSE, Hort, ISEM, dont les centres sont à Marseille, avec succursales à Lyon, Montpellier et Carcassonne. Et pour accompagner ce rapport, eh bien, j'ai pris en photo le schéma qui a été fait par l'inspecteur de police. Et sous ce schéma, on peut lire « L'entrée en France de Juifs venant d'Europe orientale se fait par la Suisse, à Genève ou Annemasse. De là, il se dirige vers Lyon et entre ainsi dans le circuit Lyon, Marseille, Carcassonne. » Ainsi, on comprend que le nombre de personnes assistées à Lyon ne cesse finalement d'augmenter, et Joseph Billing, qui a travaillé sur le commissariat aux questions juives, a remarqué que le commissariat a enregistré à la date de mars 1942 21 659 juifs qui se trouvent donc dans la ville de Lyon. Et dans un rapport de février 1943, la section d'enquête et de contrôle, qui est l'équivalent de la police aux questions juives, c'est juste une question de nomination, si vous voulez, estime qu'au mois de mars, donc 1943, il y a 40 000 juifs qui vivent dans la cité. Mais ce refuge lyonnais se transforme en piège avec l'avancement de la guerre et notamment avec les revers de l'Axe, et c'est ce que je vais vous montrer en vous parlant des persécutions. On peut, je crois, établir une chronologie relativement fine des persécutions des Juifs dans la cité rhodanienne, et elle peut être déclinée en 4 phases au cours desquelles l'étau se resserre sur ces Juifs. La première phase, c'est la mise en œuvre d'une politique d'État plutôt progressive qui atteint son acmé en août 1942. Puis il y a une seconde phase qui, elle, concerne les rafles ciblées, ou non d'ailleurs, de février 1943 et l'occupation allemande au cours de laquelle la nasse se referme de plus en plus vite sur ces personnes. Ensuite, à partir du printemps 1943, dans l'objectif de décapiter le judaïsme lyonnais et le judaïsme français, je reviendrai sur cela, eh bien, on a des mesures qui sont prises et qui s'intensifient de la part des autorités françaises, de la part des autorités d'occupation, mais aussi avec le soutien de ceux que l'on va qualifier des ultras de la collaboration. Et enfin, le printemps 1944, 5 mois avant la libération de la ville, eh bien, ça marque, si vous voulez, le déferlement de la répression violente qui va de pair avec la certitude de la défaite nazie. Les mesures antisémites de 1940 donnent alors leurs pleins effets en 1943, qui permet la déferlante de 1945
1944, comme on peut le voir ici sur ces statistiques, d'une part des convois qui comptent des Juifs venant de Lyon, et vous voyez que l'accélération se fait en 43 et 44, et avec le bilan aussi de la Shoah pour la région de Lyon, en comparaison aux chiffres à l'échelle de la France, on s'aperçoit aussi que la chronologie est inversée et que c'est en 43-44 qu'il y a le plus d'arrestations et de déportations. Alors cette première phase, cette persécution commence par une politique d'État pour dresser, comme l'a écrit Henri Herz, un ghetto sans mur. On ne prend pas de photos, s'il vous plaît. Ce ghetto a été dressé d'abord par le statut du 3 octobre 1940 qui uniformise l'appartenance juive selon des caractéristiques raciales, comme vous pouvez le voir ici sur l'article 1 donc, de ce statut qui interdit, alors vous pouvez le voir, est regardé comme juif par l'application de la présente loi les personnes qui ont 2 grands-parents juifs, 3 grands-parents si le conjoint lui-même est juif. Et en plus de cela, ce statut donc réduit et interdit de nombreuses professions aux juifs dans l'administration, dans les médias. Vous remarquez que ce premier statut est annoté par le maréchal Pétain qui a augmenté le nombre notamment de métiers interdits aux juifs. Et cette façon de contrôler les juifs par l'identification est renforcée par un second statut, celui du 2 juin 1941, un statut plus sévère, plus restrictif quant à la définition du juif, parce que si dans le premier statut on avait une définition raciale, eh bien dans le second statut on a de façon cumulée une définition raciale et une définition religieuse. À cela s'ajoute le nombre d'exclusions professionnelles qui augmente et qui aggrave la situation des Juifs. Et à cette épuration professionnelle s'ajoute toute une série de recensements. Parce qu'on a l'habitude de dire les Juifs se sont fait recenser et on croit qu'ils ne se sont fait recenser qu'une fois. C'est une grave erreur. Les Juifs sont soumis à de multiples recensements. En commençant par la loi du 2 juin 1941 qui va être appliquée à Lyon en juillet 1941, mais le recensement de 41, nous l'avons perdu. Par contre, on sait qu'il y a eu une opération de recensement en octobre 41 et on a la trace de ce recensement aux archives départementales. Et ici, j'ai essayé de dresser la caractéristique, je dirais, des personnes qui sont allées se faire recenser. Et ce sont les Juifs français, les Israélites, qui sont allés se faire recenser majoritairement. Mais vous avez un deuxième recensement dont on pourrait parler. Ce recensement a eu lieu en janvier 1941. Et sont recensés tous les Juifs étrangers entrés en France depuis le 1er janvier 1936. À cela s'ajoutent de nombreux autres recensements qui sont locaux, comme celui-ci, qui est le recensement, je crois, de la mairie du 7e, et qui permettait la distribution des cartes d'identité et d'alimentation. Le commissariat aux questions juives a été créé le 29 mars 1941. C'est sans aucun doute, et c'est Hervé Joly qui le dit, un véritable ministère à l'antisémitisme. Cet appareil administratif de marginalisation cumule les fonctions législatives et de surveillance policière. Il est représenté dans chaque préfecture régionale par une délégation. À Lyon, il est dirigé par Henri de la Chassaigne, qui est nommé le 23 juin 1941, auquel on va rattacher un service de police dirigé à partir du 23 juin 1941
dirigé à partir du 15 janvier 1941 par Marc Billon-Carrel. Je vous en parle parce qu'on y reviendra. Je parlerai un petit peu de ce personnage. Et dans ce mois de janvier 1942, on va estimer qu'il y a au moins 8 agents qui travaillent pour cette police-là, sans compter tous les dénonciateurs. La délégation compte à ses débuts 12 agents. Au 1er janvier 1944, il y aura au moins 22 agents qui travaillent dans la délégation du commissariat aux questions juives à Lyon. 3 directeurs se sont succédés. Le plus actif, qui d'ailleurs a été jugé au moment de l'épuration, et vous le voyez ici, Charles Agnès, qui en fait a été nommé directeur par intérim entre octobre 1942 et février 1943. Et le commissariat aux questions juives et sa délégation à Lyon mettent en œuvre en fait ce que l'on peut appeler la mise à mort sociale des Juifs. Comment? Eh bien, d'abord en contrôlant et en regroupant les Juifs. Pour limiter la présence juive dite et à écrire entre guillemets, puisque ce sont les paroles et les écrits de Vichy, les Juifs qui sont en surnombre dans l'économie nationale, Vichy instaure le numerus clausus allant jusqu'à 2% de la représentation totale dans presque tous les corps de métier ainsi que dans les universités. Pour éloigner les Juifs des centres urbains, Vichy décrète le 3 novembre 1941 les assignations à résidence. C'est un outil de regroupement et de mise à l'écart qui vient s'ajouter à d'autres outils qui fonctionnent depuis 1940. Je pense aux camps d'internement, je pense aux groupements de travailleurs étrangers qui ne sont rien d'autre que des formes de concentration. Et les assignations à résidence sont finalement des exils forcés dans des communes qui pour la plupart sont à l'écart des communications, notamment des communes agricoles, des communes touristiques, et cela finalement rend difficile les déplacements pour les Juifs, et chaque déplacement se transforme en une véritable prise de risque pour ces personnes. Dès 1941, donc dès, je dirais, avant l'occupation allemande. Ce contrôle s'opère également par la création de l'Union générale des Israélites de France, l'UGIF, le 29 novembre 1941, qui regroupe toutes les associations juives en un seul siège. Le siège se trouve à Marseille jusqu'en 1944 et s'installe à Lyon à partir de janvier 1944, mais depuis cette date-là, nous avons une délégation de l'UGIF à Lyon qui est installée au 12 de la rue Sainte-Catherine, c'est-à-dire là où se trouvaient la plupart des associations que je vous ai citées tout à l'heure. Le 12 de la rue Sainte-Catherine est connu bien sûr pour sa rafle du 9 février que nous allons commémorer d'ici 2 semaines. Donc, on a, si vous voulez, un contrôle qui est efficient, qui est efficace et qui signe cette mise à mort sociale des Juifs, mais s'ajoutent à cela d'autres moyens pour anéantir petit à petit les Juifs. Et le moyen supplémentaire, c'est l'appauvrissement. Et l'appauvrissement va se faire par la spoliation des Juifs. La délégation régionale est non seulement très active dans le domaine de la spoliation, mais elle met en œuvre très rapidement la loi de spoliation du 22 juillet 1941. Vichy décide et orchestre le vol de masse des Juifs par la dépossession de leur propriété privée. Ce vol légal, qui ne fait aucune distinction de sexe, n'exclut aucune catégorie sociale ni nationalité, concerne toutes les formes d'activité,
toutes les formes de biens. J'ai tenté dans mes recherches de faire une pesée globale de ces spoliations. Je vais vous proposer des chiffres qu'il faut prendre et relever avec prudence parce qu'ils ne sont certainement pas exhaustifs en dépit de tous les documents que j'ai pu croiser pour élaborer cette pesée. J'estime qu'à Lyon, il y a 670 biens qui ont été spoliés. On compte 103 biens immobiliers, 59 biens personnels, on compte 484 entreprises, dont 81 dont je n'ai pas pu identifier l'activité, et en plus, mais je ne sais pas comment le comptabiliser, 24 propriétaires de biens et parts bénéficiaires qui ont été volés. Et que remarque-t-on concernant la spoliation ? La première chose que l'on remarque, c'est que cette spoliation est rapide. Elle commence en 1941, c'est une initiative française. Les premiers arrêtés se font de façon très précoce, c'est-à-dire à partir de septembre 1941. La loi est du 22 juillet. En septembre, vous avez les premières spoliations et qui vont crescendo jusqu'en décembre 1941 avec au moins 71 nominations d'administration provisoire. On pourrait quand même penser qu'il aurait fallu une période d'organisation, qu'il y aurait eu une période de tâtonnement pour essayer de mettre en place cette politique. Pas du tout. Ça va très très vite. À partir de là, ce vol qui se fait essentiellement dans le domaine du textile, eh bien, se fait au vu et au su des Lyonnais. Parce que lorsque l'on localise les biens qui ont été spoliés, eh bien, vous vous rendez compte qu'ils sont essentiellement dans la presqu'île et aussi dans le 3e arrondissement. Cette spoliation est légale. Et ce n'est pas un larcin ordinaire, à la différence du pillage, qui, lui, se joue de toute légalité. J'ai aussi tenté de peser globalement les pillages qui ont eu lieu dans la cité rhodanienne et j'ai estimé qu'il y a 330 pillages et vols recensés à Lyon entre 1942 et 1944. Pour essayer de vous parler du pillage, je voudrais vous redonner un contexte assez général. Il ne faut pas oublier que dans la zone occupée à partir de juillet 1940, le pillage est orchestré, opéré par une unité spéciale allemande que l'on appelle l'ERR, l'Einsatzstab-Reichsleiter Rosenberg, qui crée en septembre 1941 l'action meuble, la Mobile Action, et qui consiste à vider les appartements que les Juifs n'habitent plus parce qu'ils ont été arrêtés, déportés ou parce qu'ils se sont cachés et de redistribuer les biens qui ont été pris aux Allemands qui, eux, sont bombardés. Au mois de mars 1944, Rosenberg envisage d'étendre les opérations dans le sud de la France. Mais en fait, il est devancé par les services du SIPO-SD, c'est-à-dire de la Gestapo, ainsi que de leurs auxiliaires français, les PPF, la milice, la Ligue anti-bolchevique, les groupes d'action et j'en passe. Et les pillages d'appartements commencent dès 1942 à Lyon. Et comme vous pouvez le voir, ce sont surtout les appartements qui sont visés parce que ce sont les pillages les plus fructueux. Il ne faut pas oublier que les personnes qui sont à Lyon, pour la plupart, sont des transfuges, qu'elles sont arrivées avec très peu de choses, mais elles ont pris ce qu'elles avaient de plus cher. Alors les photos, mais aussi ce qui représente une richesse. Et ces richesses se trouvent
bien souvent dans ces appartements. Donc ce sont des opérations, les pillages d'appartements, qui sont vraiment fructueuses, et on note une très nette accélération des pillages d'appartements, notamment à partir de 1944. Et si l'on affine encore la chronologie, on se rend compte que ces pillages s'accélèrent à partir du printemps 1944, c'est-à-dire au moment où on sait que finalement les Allemands ont déjà perdu la guerre. Concernant ces pillages, je voudrais vous dire que, en fait, le goût du lucre va bien souvent l'emporter sur l'idéologie. L'idéologie qui va parfois servir de couverture. Les grands et les petits appartements sont alors convoités. Or, la présence des Juifs reste un problème. Il y en a qui sont dans leur appartement. Il faut donc vider ces appartements. Et pour se débarrasser de la présence juive, eh bien, les dénonciations pleuvent, les arrestations, les déportations, les exécutions se multiplient, comme vous pouvez le voir sur ce graphique que j'ai élaboré à partir de plus de 500 dossiers de la Cour de justice de Lyon. Concernant ces pillages, alors peut-être des images parfois un petit peu difficiles à regarder, ce sont des instantanés archéologiques. Je crois qu'il faut quand même les montrer pour vous montrer la violence dans laquelle vivent ces Juifs et dans laquelle ils meurent d'ailleurs. Vous avez ici le corps de Paul Goetschel qui est retrouvé à Saint-Fond le lendemain du pillage de son appartement. Le cadavre de sa compagne est repêché dans la Saône, et vous avez ces instantanés archéologiques. Ce sont des photos très rares de son appartement qui a été pillé. Ces photos ont été prises par un huissier 3 jours après l'assassinat de Paul Goetschel. Et dans ce dossier de justice, on retrouve la liste très longue, ici je n'ai mis qu'une page, mais qui fait plusieurs pages des biens qui ont été volés. Ces pillages sont essentiellement polarisés dans le cœur de la cité, c'est-à-dire là où se trouvent les Juifs. Mais avant de piller, beaucoup de ces logements, une fois qu'ils sont débarrassés de la présence juive, sont occupés. Ils sont occupés par les ultras de la collaboration, par la milice, par la Gestapo. Et cette occupation des appartements peuvent quand même nous faire réfléchir et nous demander s'il n'y a pas quelque part une stratégie à occuper ces appartements dans le cœur de la cité. Peut-être la réponse, c'est de terroriser la population. En premier, les Juifs, bien entendu. Mais je crois aussi que c'est une façon de placer la population de Lyon sous surveillance. À Lyon, perdure l'idée que jusqu'au 11 novembre 1942, c'est-à-dire l'invasion de la zone sud par les Allemands, la cité est un havre de paix. Un havre de paix pour les Juifs. Mais cet apparent répit est en fait qu'illusoire, puisque les arrestations sont planifiées depuis 1941, et plus la guerre se militarise, plus les arrestations individuelles et massives se multiplient dans la cité rhodanienne. Première arrestation ciblée, c'est 5 mois après le recensement, et elle concerne essentiellement des Juifs étrangers. Puis il y a la rafle du 26 août 1942, rafle tristement connue pour répondre à la logique du nombre exigé par les Allemands, rafle connue pour l'épisode des enfants de Vénissieux. S'ensuit 2 autres moments forts que l'on ne connaît pas, qui est la perquisition de la synagogue du Quai-Tilsit le 12 octobre 1942. Une perquisition qui est menée par la police française, et notamment par un commissaire qui s'appelle Monsieur Gras, qui est particulièrement antisémite et qui sait que les Juifs qui arrivent à Lyon ne savent pas où aller. Ils se réfugient dans la synagogue et ils pensent pouvoir en arrêter pas mal qui sont en situation irrégulière.
Simplement, les autorités juives ont été mises au courant de cette descente de police et lorsque le commissaire arrive, il n'y a personne. C'est donc un échec. Deuxième temps important, c'est dans la nuit du 20 au 21 octobre 1942. Ce même commissaire Gras, déçu par sa première opération, va mener une deuxième descente, une perquisition, sans en informer l'intendant de police. Il arrête 61 personnes. Immédiatement, dès le petit matin, le président du consistoire central, qui est à Lyon et qui s'appelle Jacques Heilbronner, se rend auprès de l'intendant de police Marché et il dénonce la violation du droit d'asile. Il exige la libération de ces personnes qui ont été arrêtées et il obtient la libération de 42 réfugiés. Les autres ne seront pas libérés parce qu'ils ne sont pas en situation régulière ou parce qu'ils se sont enfuis d'un groupement de travail étranger. En cette fin d'année 1941, à une échelle qui n'a rien de comparable avec ce qui est en train de se passer en Pologne et du côté donc de l'Est de l'Europe, les premiers maillons du processus génocidaire sont opératoires, identifiés, spolier, appauvrir et regrouper. On peut faire l'hypothèse que l'enchaînement des rafles à Lyon répond à la logique d'anéantissement dont vous avez les dates qui se déroulent ici et qui se passent à l'est de l'Europe. Et lorsque l'on regarde de plus près ce qui se passe à Lyon, j'ai tenté de relever... Alors, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi... Voilà. J'ai tenté de relever les différents temps d'arrestation des Juifs en mettant en place, si vous voulez, un graphique des rafles et des petites rafles qui ont eu lieu à Lyon entre 1942 et 1943. Au 44. Aux grandes rafles que nous connaissons, la rafle d'août 42, les rafles ciblées juives, les 2 rafles ciblées juives de février 1943, vous avez un bon nombre de petites rafles. Alors, qu'est-ce qu'une petite rafle? Eh bien, c'est ce que j'appelle une arrestation par grappe, plus ou moins importante, dans des lieux précis, ciblant exclusivement des Juifs, sans destination, je dirais, de nationalité, d'origine, de sexe ni d'âge. Et en 1943, j'ai recensé 15 petites rafles et 22 en 1944. Et ces rafles et ces petites rafles visent à décapiter le judaïsme lyonnais et français. L'année 1943 est sans aucun doute une année charnière dans la Seconde Guerre mondiale. C'est le tournant de la guerre, avec la certitude de la victoire alliée qui accroît en contrepartie une accélération des persécutions. Pierre Lévy, que j'ai rencontré plusieurs fois, m'a souvent dit que l'année 43 est un souvenir très fort pour lui. Et lorsqu'il parle de cette année, il me dit, et je le cite, « On croyait encore qu'il y avait et qu'il y aurait toujours une différence entre nous, les Israélites, juifs français, et les juifs étrangers qui étaient arrêtés en 1942. Mais avec les arrestations des juifs français, les frères Borak, le président du consistoire, la famille Goldschmidt, et là, il y a eu un long silence. Ils ont arrêté, me dit-il, ils ont été arrêtés, me dit-il, chez eux ou dans leur magasin. Il y a eu aussi l'attentat contre la synagogue, les arrestations, les perquisitions à tous les coins de rue. Le doute n'était plus permis, il fallait partir pour sauver notre peau.
En effet, les arrestations des familles consistoriales lyonnaises et l'arrestation des représentants institutionnels français qui se trouvent à Lyon sont sans aucun doute les éléments déclencheurs d'une prise de conscience collective juive que la NAS est en train de se refermer sur eux. Alors, regardons ces arrestations. Le 20 octobre 1943, c'est l'arrestation des 3 frères Borac, Edmond, Louis et Albert. Joseph, qui est au milieu, est leur père. Ce sont des soyeux. Ils possèdent une très belle entreprise aux 9 places des Jacobins qui a été créée en 1908. Albert est alors le secrétaire du consistoire de Lyon et le 20 mai 1943, l'entreprise est placée sous administration provisoire. Depuis le début du mois d'octobre 1943, les autorités allemandes ne cachent pas du tout leur vue de réquisitionner le local, qui est très beau, très bien placé. Et lorsque le 12 octobre, la FEL de gendarmerie entre dans le magasin pour imposer la réquisition, eh bien, les frères Borac s'y opposent. Et M. Lévy, que j'ai rencontré, se rappelle très bien de ce que disaient les Juifs lyonnais à l'époque, et voici ce qu'il me dit, je le cite: « Nous étions tous au courant de cette histoire. On racontait que les 3 frères s'étaient opposés avec force à la prise de leur local par les Allemands. Vous savez, c'était 3 grands gaillards, ils n'ont pas eu peur, ils ont attrapé ces policiers par le col pour les mettre dehors. » Le mercredi 20 octobre 1943, c'est la Gestapo et la milice qui fait irruption dans le magasin. Il est 11h30 précise. Les 3 frères sont arrêtés, amenés à Montluc. Le 20 novembre 1943, ils sont déportés par le convoi numéro 62, avec d'ailleurs le président du consistoire central, Jacques Heilbronner, et ils sont arrivés à Auschwitz-Birkenau où ils sont gazés. Parce qu'en effet, Jacques Heilbronner, le président du consistoire central qui est à Lyon depuis mars 1941 à Lyon, est aussi arrêté. Et il est arrêté le 28 octobre 1943. Il est arrêté avec son épouse. Léon Meiss, qui va le remplacer, a aussi fait l'objet de tentatives d'arrestation dans les jours qui suivent. Et Marcel Lévy, qui est le vice-président du consistoire de Lyon, fait aussi l'objet d'une arrestation. Là, la police ne l'arrête pas finalement, tout simplement parce que elle se trompe d'adresse. Elle se rend au 28 du quai Saint-Vincent, alors que M. Lévy habite au 42 du quai Saint-Vincent. Mais au 28 du quai Saint-Vincent habite un monsieur Roger Lévy qui, lui, est arrêté et qui sera déporté. La famille donc de M. Lévy se cache, va d'abord à la synagogue du quai Tilsit, obtient des faux papiers et c'est désormais sous l'identité de l'évêque que la famille va se cacher dans la campagne. La Gestapo, elle ne s'embarrasse pas du détail parce que dans les mois qui suivent, tous les Marcel Lévy vont être arrêtés de façon systématique. Autre arrestation importante, le 29 octobre 1943, c'est l'arrestation de la famille Goldschmidt. Suite à une dénonciation d'un employé d'ailleurs, l'entreprise des 4 frères Goldschmidt est placée sous administration provisoire en avril 1942. Le 10 septembre 1943, la police allemande tente d'arrêter Louis et Marcel Goldschmidt, ils ne sont pas là. Quelques jours plus tard, ils tentent d'arrêter Sylvain Goldschmidt, qui lui non plus n'est pas chez lui. Et finalement, le 29 octobre, ils arrivent au petit matin, à 7h du matin, chez Maurice Goldschmidt. Ils y trouvent Émilie, son épouse, ses 3 enfants, Élie, Jacques et Jacqueline, ainsi que la gouvernante Isabelle Picard. Tout ce monde est bien sûr arrêté. Maurice ne sera pas arrêté parce que la veille, il a été opéré de l'appendicite. Il a utilisé ce terme qu'on utilise beaucoup alors à l'époque, c'était la chance. Il appelle ça la chance.
Le judaïsme lyonnais, s'il n'est pas décapité, il est fragilisé, notamment aussi par l'arrestation du rabbin Schoenberg, qui a eu lieu le 26 mai 1943 dans le train pour Aix-les-Bains, alors qu'il va rendre visite à sa mère à Chambéry. Il est contrôlé et donc il est arrêté. Et malgré toutes les démarches du cardinal Gerlier, il va être transféré à Drancy et il est déporté par le convoi numéro 62 avec les frères Borac, avec Jacques Elbronner, avec la famille Goldschmidt et avec 45 autres juifs de Lyon. Il décède à Monowitz le 6 février 1944. Le grand rabbin de France assume alors le poste de Bernard Schoenberg jusqu'à son entrée forcée dans la clandestinité en raison de plusieurs tentatives d'arrestation qui ont été manquées. En effet, Isaïe Schwartz, le grand rabbin de France, a fait l'objet d'arrestations, de tentatives d'arrestation le 24 novembre 1943, ainsi qu'en décembre 1943, les policiers allemands viennent pour l'arrêter dans le local du consistoire central au 7 rue Boissac. Il est prévenu à temps, donc il peut s'échapper. Et il fait l'objet encore d'une autre arrestation le 9 janvier 1944, cette fois-ci dans son appartement. Il est séquestré avec son épouse et il arrive à négocier avec ses membres, notamment du PPF, pour leur expliquer que la guerre est bientôt terminée, qu'il ferait mieux de le laisser partir. Et finalement, moyennant une somme d'argent très importante, eh bien, il obtient sa liberté. Il arrive à trouver des faux papiers grâce au cardinal Gerlier et il se cache dans une petite commune d'Ardèche jusqu'à la libération de Lyon. Autre fait important, c'est la tentative d'arrestation de Jacob Kaplan, qui est devenu alors le grand rabbin de France par intérim. Et cette tentative d'arrestation raquette a eu lieu le 1er août 1944, au terme de laquelle Jacob Kaplan est libéré moyennant des sommes très très importantes. Entre-temps, il faut aussi savoir que la synagogue du Quai Tilsit a fait l'objet d'un attentat le 10 décembre 1943, qui a été dirigé par Touvier et la milice, qui a eu lieu un vendredi soir au moment de l'entrée du Shabbat, de la fête du Shabbat, et les fidèles vont prier à la synagogue, et au moment où entre l'heure du Shabbat, eh bien, ils ont pour habitude d'accueillir le Shabbat comme on accueille une fiancée. Donc ils se retournent vers l'entrée de la synagogue, ils se retournent d'un seul homme, qui fait que les miliciens qui ont une grenade dans la main ont peur, ne comprennent pas ce qui arrive, et au lieu de jeter la grenade, font tomber les grenades qui explosent, qui font des blessés, mais on va dire qu'il y a eu moindre mal. Sachez qu'il y a immédiatement Léon Meis, qui est le président du consistoire central par intérim, qui va aller porter plainte au commissariat contre cet attentat. Donc, ces césures de l'année 1943, vous le voyez, sont accompagnées d'arrestations continuelles par grappes, ces petites rafles que je voudrais vous évoquer pour certaines d'entre elles. Il y a d'abord la petite rafle de la Bourse aux timbres, qui a eu lieu le 30 janvier 1944. Les timbres, eh bien, ça représente une valeur. Et la Bourse aux timbres se situe au 31 de la place Bellecour. Eh bien, les Juifs, pour essayer d'arrondir un petit peu leurs mois et de trouver quelques subsides, n'hésitaient pas à aller vendre leurs timbres. La Gestapo fait une descente après avoir vérifié les papiers d'identité et après un examen anatomique. Il y en avait souvent à Lyon, des examens anatomiques. Eh bien, on estime qu'une douzaine d'hommes ont été arrêtés. Moi, je n'ai pu en identifier que 5. Charles Abraham,
Roger Crémieux, le professeur Marcel Gompel, que nous connaissons notamment par les écrits de Frossard dans son livre La Maison des otages, Ernest Samuel et Monsieur Wolf. Autre petite rafle, alors je ne vais pas toutes les faire, mais celle-là je suis obligée d'en parler, c'est la petite rafle du café du Mâconnais et de la Côte d'Or qui a eu lieu le 6 mars 1944. En fait, c'est Francis André, dit Gueule Tordue, qui va descendre avec la Gestapo dans ces cafés-là, et notamment dans le café du Mâconnais, où se réunissent de façon très régulière les juifs séfarades de la synagogue Montesquieu. Et tout le monde est arrêté. On estime qu'à peu près 70 personnes auraient été arrêtées. Là, on peut quand même discuter sur les chiffres. Quoi qu'il en soit, au cours de cette arrestation, Elia El-Malek, le bedeau, est assassiné. Et en fait, le judaïsme séfarade est décapité. Parce qu'à partir de ce moment-là, la synagogue de Montesquieu, qui est restée ouverte jusqu'au 6 mars 1944, va s'arrêter de fonctionner. Autre petite rafle très importante, c'est la rafle de la clinique Monrepos qui était à Écully le 30 mars 1944, parce que lors de cette rafle a été arrêté Marcel Bloch, que l'on connaît beaucoup mieux, je dirais, sous l'appellation de Marcel Dassault. D'autres rafles très importantes, la dernière que je voudrais vous citer, c'est la petite rafle de la Grande Synagogue de Lyon, qui a eu lieu le 13 juin 1944, qui a été organisée dans l'après-midi. C'est une descente de la milice qui fait irruption dans la cour de la synagogue. 6 personnes sont arrêtées. Le Premier ministre officiant, qui est Benjamin Dreyfus, que je vous ai montré tout à l'heure, son neveu, Claude Heymann, le secrétaire du consistoire Émile Cahen, le bedeau, Maurice Esner, son épouse et une femme de ménage. Tous sont internés à Montluc, transférés à Drancy et sont déportés le 31 juillet 1944 par le convoi numéro 77. La synagogue est alors occupée par Francis André. Elle est mise à sac, elle est pillée. Elle sert de remise pour stationner les véhicules prévus au convoi de la fuite qui va commencer, de la fuite des PPF qui va commencer à partir du 24 août 1944. Une semaine après cette rafle de la Grande Synagogue, le 20 juin 1944, la Gestapo organise une descente au siège du consistoire central. Il n'y a heureusement personne. À partir de là, on peut estimer que le judaïsme français est en grande partie décapité, puisque ses dirigeants ont été arrêtés, puisque le consistoire ferme ses portes. Mais en fait, le consistoire va continuer à se réunir de façon clandestine. Et si l'on estime qu'à partir de ce 13 juin, le judaïsme lyonnais religieux a aussi été décapité parce que tous ses représentants ont été arrêtés, et bien que la synagogue est fermée ce 13 juin 1944, eh bien sachez qu'une salle a été louée à Villeurbanne par le consistoire central pour continuer à mener des offices en dépit des persécutions. En plus de ces petites rafles que je vous ai citées, et pour vous montrer la déferlante de 1944, il faut y ajouter tous les massacres qui n'ont pas ciblé uniquement des juifs, mais peut-être sauf les 2 massacres que j'ai mis en jaune sur la diapo que vous voyez, qui est le massacre de Rieux le 29 juin 1944 et le massacre de Bron le 17 août 1944. Le massacre de Bron s'est fait en 2 fois, 17 et 18 août. Le 17 août, 71 juifs ont été assassinés. Entre le 17 et le 18 août, en tout 109 personnes ont été assassinées. Et par la force des événements, les Juifs se sont adaptés, se sont réadaptés en permanence à la complexité de la période, dans un environnement instable, dans un environnement dangereux. Ils ont répondu par le seul mot d'ordre qui était celui de vivre, dictant des comportements très différents, des comportements que l'on pourrait appeler résistants ou alors persistants. Et c'est la dernière chose que je voudrais voir avec vous.
Pour vous parler de la résistance et de la persistance, je vais le faire de façon anecdotique en vous disant qu'au cours du mois de décembre 1942, Raphaël Worms, qui est propriétaire des Nouvelles Galeries à Villefranche-sur-Saône, doit solder les calendriers portant l'image du maréchal Pétain. Et il fait part de cette décision à son fils, qui tient les propos subversifs suivants. Ils vont en faire une tête, les légionnaires. Quand on va solder leur Pétain, on pourrait faire comme un commerçant de Vichy qui avait placé sous la photographie du maréchal une pancarte avec la mention « épuisé » et sous celle de l'amiral Darlan, la mention « vendu ». Cet acte, qui pourrait presque nous faire sourire, est en fait un acte de résistance d'après Pierre Laborie, qui définit la résistance selon 3 critères. D'une part, comme vous pouvez le voir, la volonté de nuire à un ennemi identifié, d'autre part, la conscience de résister, et enfin, l'engagement qui conduit à transgresser l'interdit. Cette définition s'applique essentiellement à la résistance armée, qui pourrait faire l'objet d'une conférence, mais je n'ai pas le temps d'en parler ici. Je fais ici le choix de vous parler d'une autre forme de résistance, celle qui a été définie par Georges Bensoussan et qui englobe tous les comportements de vie et de survie. La résistance juive revêt des formes multiples, très éloignées de l'image armée que l'on s'en fait généralement. Résister, c'est organiser la survie morale dans les ghettos en perpétuant la vie cultuelle et religieuse, c'est mettre au point la survie sociale dans un contexte de famine et d'abandon. Parce que le génocide n'est pas une guerre, mais c'est une chasse à l'homme. Survivre est la première des formes de résistance. Les révoltes armées ont fini par faire écran à la résistance civile du quotidien. Eh bien, j'ai essayé d'observer les comportements multiples et multiformes d'adaptation et d'évitement qui tentent de créer des îlots de normalité pour ces personnes qui veulent rester hommes, qui veulent garder leur humanité dans un contexte où on cherche à les déshumaniser. Ces comportements s'attachent essentiellement au mouvement et à l'action, qu'ils soient autonomes dans l'entre-soi juif, comme le montre le graphique que j'ai dressé ici à partir d'une centaine de témoignages, graphique qui montre les actions et les réactions des Juifs à Lyon à partir donc de 1940, avec un changement en 1942. Et on se rend compte finalement que le comportement qui domine, c'est la clandestinité, qui va du refus de se déclarer à la résistance armée, en passant par la détention de faux papiers, par la prospection de cachettes, par la mobilité, par la dispersion du noyau familial, le plus souvent bien sûr à la campagne, en dehors de la ville. Et là, on remarque que l'itinérance redevient salvatrice. Il n'est pas rare pour les Juifs de Lyon de changer d'adresse 4-5 fois en l'espace de 4 ans. Ils se sont souvent dispersés, je vous l'ai dit, à la campagne, surtout à partir de 43 et de 44. Ainsi, on remarque que la volonté de les contrôler a été en partie contrecarrée par leur mobilité, qui caractérise des comportements, je dirais, quasi instinctifs de retranchement et qui s'intensifient à partir de 1942. Mais la survie, elle se fait aussi dans, avec et par rapport à la société environnante. D'où ce second diagramme que je vous propose et qui vous montre les actes de solidarité individuelle envers les Juifs à Lyon à partir de 1942. J'ai réalisé ce diagramme à partir des fonds de la Cour de justice de Lyon et nous savons donc durant les premières semaines qui ont suivi la libération qu'il y a eu une épuration légale contre les faits de collaboration et les activités antinationales. Cette épuration a été ordonnée en janvier
1945, il y avait 3 commissions de criblage qui ont fonctionné et le fonds de la Cour de justice compte 720 dossiers individuels. En matière de défense, 11,8% de ces dossiers, c'est-à-dire 85 personnes, argumentent du fait d'avoir aidé des Juifs pendant la guerre et donc de ne pas avoir collaboré. Si la prudence est de mise, bien sûr, quand on exploite ces informations, parce que ces informations sont peut-être avantageuses dans un contexte d'urgence, ce que l'on constate, c'est que la survie tient aussi aux connaissances, aux réseaux de relations entretenus avec la société environnante non juive qui proposent des interstices de survie. En somme, pour survivre, les Juifs vont louvoyer entre légalisme et transgression, soit par stratégie, soit dans l'immédiateté de survie. C'est ce que je vais appeler, moi, la persistance juive, c'est-à-dire cette étonnante faculté d'adaptation des Juifs à leur propre environnement. Cette persistance juive, c'est également le souci de préserver le judaïsme qui ne peut se faire que dans la continuité des pratiques, de leurs pratiques qui les distinguent. Les dirigeants du judaïsme français ont très tôt conscience que ce qui est à l'œuvre au-delà de la survie de l'individu, des hommes, c'est la préservation du judaïsme. D'ailleurs, le grand rabbin de France va faire une remarque lors d'une réunion. Il va dire, je vais revenir sur cette photo, il va dire « En zone libre, il est à craindre que les réfugiés qui jusque-là étaient fidèles aux lois alimentaires, c'est-à-dire à la cache-route, les délaissent par peur d'effaroucher leur nouvel entourage. » Donc, face à la dispersion et à l'éclatement, la réponse immédiate est religieuse, et notamment avec la photo que vous avez sous les yeux, qui est la photo de la réunion de l'Assemblée des rabbins de France entre le 3 et le 5 septembre 1940 à Lyon. Cette photo a été prise sur le perron de la synagogue du Quai Tilsit. Le rabbin Schoenberg va diriger la logistique de cet événement. Le consistoire de Lyon prend en charge le financement de cette réunion. Les membres du consistoire vont accueillir les rabbins chez eux. On va utiliser la seule pension cachère qui est la pension Ambroun pour nourrir tous ces rabbins qui se retrouvent à Lyon. Et ce qui est assez surprenant, est-ce par loyalisme ou par stratégie, je ne peux pas vous le dire, mais la phrase liminaire qui introduit la réunion des rabbins est la suivante, et elle est adressée à Pétain, je vous la cite: « Le rabbinat donne au chef de l'État l'assurance que, s'inspirant toujours des commandements du judaïsme, il exhorte les fidèles à servir la patrie, à favoriser la famille et à honorer le travail. » Les sujets au cours de cette réunion qui sont traités, ce sont des sujets sur la pratique juive, sur l'identification du judaïsme. On va parler des offices, des mariages, des inhumations, de l'instruction religieuse, de la shrita, c'est-à-dire de l'abattage rituel, de la cache-route. On va parler du Shabbat, on va parler du calendrier juif, on va parler des publications religieuses. Et cette réunion porte ses fruits, car à Lyon, comme partout en France, le culte reste libre, les synagogues restent ouvertes, l'abattage rituel est respecté, même si la viande se fait de plus en plus rare. Le livre de caisse du consistoire de Lyon fait état d'un budget programmé pour les dépenses concernant l'abattage rituel, des dépenses relativement élevées pour la période, sans compter que le consistoire de Lyon va aussi payer des frais, si vous voulez, jusqu'en avril 1944 à un tribunal religieux qui se trouve à Lyon, que l'on appelle le Beddin, et qui atteste de l'abattage religieux, donc des bêtes, selon la halakha, c'est-à-dire selon la loi religieuse.
Vu la recrudescence des Juifs dans la cité, eh bien, le rabbin Schoenberg ne va même pas hésiter à demander au préfet à autoriser un abatteur rituel qui s'appelle Benjamin Holzmann de venir de Vichy à Lyon pour assister la demande qui est de plus en plus importante. Le préfet répond au rabbin Schoenberg. Si vous avez le temps de lire très rapidement, vous voyez que le préfet demande au rabbin Schoenberg combien il y a de Juifs qui se trouvent à Lyon. Question un petit peu anodine, n'est-ce pas? Il n'y aura jamais de suite. Je n'ai pas trouvé d'autres documents qui donnent suite à cette conversation épistolaire, mais immédiatement dans la foulée, le préfet envoie l'information au commissaire aux questions juives. Concernant l'abattage rituel, alors on pourrait penser franchement que c'est secondaire. Eh bien non, c'est une priorité à cette époque à Lyon. J'ai rencontré Rosie Buche, qui, elle, me dit qu'elle allait avec des tickets de rationnement chercher sa viande dans une boucherie à Lyon. Et elle me dit, je la cite, « Il fallait que les clients soient inscrits aux abattoirs de la Mouche. Alors, nous avions droit par semaine à 75 grammes de viande sans os ou 100 grammes avec os. » L'encadrement religieux du quotidien et des étapes importantes de la vie d'un juif a perduré pendant toute la guerre dans la cité rhodanienne. On estime qu'il y a eu au moins 84 mariages, qu'est-il cite ou dans d'autres oratoires. En juin 1941, je peux vous parler du mariage de Benjamin Assouline et de son épouse Sarah Semmelmann. Ils se sont mariés à Lyon en pleine tourmente. Ici, ils sont dans le jardin familial, alors que la législation de Vichy ne cesse de les marginaliser. Et cette union est bénie dans la cité rhodanienne par une véritable association de rabbins. Pour ce mariage sont présents toutes les tendances et toutes les autorités du judaïsme religieux qui sont installées à Lyon pour l'époque. Il y a le grand rabbin de France, Isaïe Schwartz, le rabbin de Lyon, Bernard Schoenberg, le rabbin d'Anvers, le rabbin Brode, le rabbin de Montesquieu, Séfarade, le rabbin Moël. Il y a en plus le ministre officiant qui célèbre le mariage et qui est le rabbin Robert Brunswick, qui est un réfugié d'Alsace, qui a créé à Lyon dès l'été 1940 une petite synagogue orthodoxe rue du Guesclin, que l'on appelle le groupement polonais, et qui travaille aussi avec un oratoire qui appartient à une association très traditionnaliste qui s'appelle Yeshurun. Et comme l'impose le rituel, eh bien Sarah a certainement pris un bain rituel au mikvé la veille de son mariage. Parce qu'à Lyon, on a un mikvé et c'est le seul pour toute la région et il draine une grande partie du quart sud-est de la France. Et comment nous savons qu'il y a un mikvé? Eh bien parce que le consistoire central a envoyé dans toutes les localités où il y avait des juifs un questionnaire pour faire l'état des lieux en 1942 du judaïsme en France. Et à la réponse, il y a un mikvé, le consistoire de Lyon répond, nous avons un bain rituel fondé avec le concours de l'association polonaise qui l'administre, participation du consistoire de Lyon, 5000 francs. Et d'après Léon Poliakov, ce mikvé a fonctionné une grande partie de la guerre. Il en parle dans son autobiographie qui s'intitule L'auberge des musiciens et il écrit concernant la présence de ce mikvé, je le cite, les en-têtes de l'association à laquelle j'appartenais, l'association des Israélites pratiquants qui se trouve à Marseille, donnaient naissance à de véritables trouvailles. Notre plus belle invention a probablement été celle des bains rituels, ces bains qu'une juive pratiquante doit prendre une fois par mois, c'est-à-dire après ses menstruations. Une réfugiée de Montauban, par exemple, voulait-elle se rendre à Lyon, nous lui établissions un certificat attestant que ce n'est qu'à Lyon qu'il y avait un mikvé satisfaisant à toutes les exigences de l'orthodoxie. Il y a aussi un calendrier israélite qui est diffusé, qui est imprimé à Lyon en 1942 et jusqu'en 1944 qui est imprimé à Limoges. Sur ce calendrier que vous avez ici, il y a d'ailleurs l'adresse des mikvés dont je vous ai parlé et le mikvé de Lyon.
Le calendrier est diffusé à Lyon donc jusqu'en 1944. Il rythme la vie des Juifs qui doutent. Et Raymond Imbert, que j'ai rencontré, m'a affirmé qu'il a fêté toutes les fêtes religieuses du calendrier à la grande synagogue du Quai Tilsit, au moins jusqu'en 1943, y compris l'une des fêtes les plus strictes, les plus rigoureuses, qui demande beaucoup de surveillance et qui coûte très cher, qui est la fête de Pâques, la fête de Pessah. La vie religieuse juive, donc vous avez ici ce calendrier. Alors, je ne sais pas à qui il est, ce calendrier. Il a été acheté aux enchères et c'est monsieur Assouline, qui vit à Jérusalem, qui m'a permis d'avoir ces photos. Mais vous avez des notations très intéressantes, notamment celle du milieu, où vous voyez que cette personne est certainement dans le doute et dans un mal-être évident. La vie religieuse donc est dirigée à la fois par le rabbinat de France et par le consistoire central qui s'installe à Lyon, le consistoire en mars 41, le rabbinat en avril 41. Et chose très surprenante, c'est que les institutions juives vont s'installer non loin des institutions françaises et des institutions d'occupation. C'est assez surprenant de regarder cette carte, parce que alors que l'espace urbain lyonnais s'étale, eh bien on remarque une concentration ici des acteurs de la guerre, de l'antisémitisme, et les Juifs s'installent au milieu. Alors bien sûr, il y a la synagogue du Quai Tilsit, mais on aurait pu quand même penser que le consistoire central aurait pu s'installer ailleurs. Pas du tout. Le consistoire central cherche à rester présent, à rester visible, être à proximité des institutions et des administrations de la ville et de l'État. C'est sans aucun doute une forme de résistance, une forme de persistance qui est physique et qui est géographique. Les organisations, les administrations françaises, comme vous pouvez le voir, sont ici parfaitement représentées. Autre chose importante à vous dire, et je terminerai sur cela, c'est de savoir que l'école rabbinique va aussi s'installer à Lyon à partir de 1942 et vient s'installer dans un appartement qui est au 84 de la rue Vauban. Et cet appartement, en fait, est un appartement qui sert à regrouper des intellectuels qui ont été statufiés, qui ne peuvent donc plus exercer et qui ne savent plus quoi faire. Eh bien, le consistoire de Lyon et le consistoire central prennent l'initiative de leur donner du travail, de les occuper, c'est-à-dire de rester en vie par ce travail-là. Et ce bureau d'études va avoir une activité très particulière. Georges Alphen, à la Libération, parle de ce bureau d'études et il dit, je le cite, « Vous avez sans doute entendu parler de l'activité déployée à Lyon pendant la période de l'occupation allemande par le bureau d'études, dont le siège était rue Vauban. C'est là que s'est réuni, dans des circonstances particulièrement critiques, un grand nombre de travailleurs intellectuels frappés par les lois de Vichy. L'activité qu'ils y déployèrent répondait à plusieurs nécessités de l'époque. D'une part, reprendre sur le plan philosophique et religieux l'étude des questions spirituelles, dont la brutalité de l'agression allemande démontrer l'importance de l'actualité. D'autre part, réunir des études permettant de répondre objectivement aux arguments des diverses propagandes hitlériennes. » L'objectif de ce bureau, en fait, il est double. Le premier objectif, c'est de renouer avec son identité juive. Le deuxième objectif, c'est de répondre aux persécutions, aux mots MAUX, avec les mots MOUT et avec les chiffres. En effet,
dans ce bureau d'études, vous allez avoir des personnalités telles que Jules Isaac, Jean Hulmeau, des éditeurs comme Albert Lévy, Robert Aron, le philosophe Jean Val, Lucien Lévy-Bruhl, sa nièce Hélène Metzger et j'en passe, ainsi que des personnalités non juives, l'abbé Glasberg, le père Chaillet, Aimé Pallière, des politiques, Justin Godard, qui vont venir dans ce bureau d'études pour assister à des conférences, pour aussi participer à l'élaboration de plusieurs monographies. En tout, 129 monographies ont été élaborées dans ce bureau d'études avec des thèmes très précis sur l'antisémitisme, l'antijudaïsme, des thèmes qui d'ailleurs seront repris par Jules Isaac après la guerre dans son enseignement du mépris. Des thèmes aussi et des travaux de statistiques sont réalisés pour contrecarrer la propagande antisémite, montrant la participation des Juifs au combat en 1870, en 1914, en 1940. Des travaux statistiques ont été aussi réalisés pour montrer, concernant, ici vous avez un extrait, mais je ne vais pas le lire parce que c'est un petit peu long, concernant les naturalisations, la propagande disait que c'était les Juifs qui se faisaient naturaliser et ils étaient les plus nombreux. Eh bien, par les chiffres, ce bureau d'études va tenter de montrer le contraire. Enfin, l'enseignement de la culture juive est également une préoccupation. En avril 1942, 9 cours d'instruction religieuse sont organisés et on estime qu'il y a 254 élèves qui sont inscrits depuis le début de l'année en comptant des cours d'histoire juive qui sont dispensés par le cercle d'études des éclaireurs, cercle d'études auquel a appartenu l'historien Lucien Lazare, qui en parle d'ailleurs dans son autobiographie Le tapissier de Jérusalem. Alors je voudrais conclure en 2 temps. D'abord en vous parlant d'un historien qui s'appelle Yehuda Brouwer et qui propose un concept qui est le concept de la Hamida pour qualifier la variété des tentatives de maintenir la culture juive et des rites religieux. La Hamida qui signifie littéralement existence, stabilité, mais également situation debout. C'est en fait la prière centrale du judaïsme. Elle est récitée debout, les pieds joints en direction de Jérusalem, et à chaque office, elle est psalmodiée individuellement et silencieusement, puis elle est reprise en communauté à voix haute. Et ce concept recouvre en fait l'idée d'un combat de terrain non armé, mené au quotidien, petit à petit, à la fois pour éveiller les consciences, défendre les valeurs du judaïsme et préserver de cette manière sa part d'humanité. Je voudrais aussi conclure en vous disant que Lyon n'était pas un foyer du judaïsme français, je vous l'ai déjà dit, mais il fut un terreau favorable à l'accueil des institutions et des transfuges juifs. 14 mois ont suffi entre octobre 1940 et novembre 1941 pour que Vichy bâtisse un ghetto politique, économique et moral sur les ruines de la République. De par l'affluence démographique, de par la présence des institutions juives à Lyon, on peut qualifier Lyon de capitale du judaïsme français. J'ai essayé dans cette présentation de vous montrer la réalité du quotidien vécu par les Juifs à ce moment-là, une réalité qui déplace, si vous voulez, les frontières du normal et de l'anormal, du légal et de l'illégal, et qui montre, comme l'a parfaitement écrit René Poznanski, que de banales péripéties de la vie pour les préoccupations de survie, où assurer un quotidien devenait prioritaire, où la peur de l'arrestation pesait, omniprésente, le saut était immense. Or, pour chacun des survivants, il s'agit de l'époque la plus sensible de leur existence, celle où leur vie était en danger, celle où ils ont perdu des êtres chers, celle où, avec les difficultés à affronter, ils sont allés jusqu'au bout d'eux-mêmes, celle qui a conditionné une bonne partie de leurs choix ultérieurs. Je vous remercie.
Merci beaucoup Sylvie, ça donne vraiment envie de vous lire bientôt. Y a-t-il des questions? Monsieur Altarac. Madame, c'était votre exposé est parfait et complet, mais je voudrais apporter une précision si vous permettez. Le recensement n'était pas uniquement d'aller dans un bureau et dire je suis juif et puis on marquait votre nom, c'était d'avoir le cachet rouge sur le côté gauche de la pièce d'identité, ce qui vous mettait immédiatement à l'index. Je peux répondre, monsieur Altarac ? Je peux faire une remarque sur ce que vous êtes en train de dire. Le recensement, je suis d'accord avec vous, mais le premier recensement, celui de juillet 1941, il n'est pas encore stipulé par la loi qu'on doit mettre un tampon juif sur les cartes d'identité. Cela viendra avec les autres recensements. Il a eu lieu. Je suis d'accord. Merci, madame. D'autre part, le cardinal Gerlier, qui a sauvé des enfants, d'abord, il faut dire qu'il était avocat, et c'était un habile avocat. Il a sauvé des enfants, il a eu la médaille du juste, mais quand on a arrêté Touvier, tous ces papiers étaient au 1 place de l'Archevêché, chez monsieur le cardinal. Je crois que je n'ai rien à rajouter, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Les sciences humaines, c'est toujours assez complexe. Oui. Vous avez signalé à propos de l'immigration qui venait d'Europe centrale que les gens donc passaient par la Suisse. Oui. Et il me semble me souvenir que Barbie, avant d'être nommé à Lyon, il était à la frontière suisse. Il devait être à Gex, si ma mémoire est bonne. Alors je me suis toujours demandé pourquoi. Je pensais que c'était pour éviter que les gens aillent en Suisse, mais en fait, ça devait être pour la raison que vous avez indiquée. En partie, oui. Oui, je crois que vous avez raison. C'est en partie pour cette raison. Puis j'ai une deuxième question. Vous avez parlé aussi d'une arrestation de Marcel Dassault, donc à la Maison du Repos à Écully. Oui. Alors, est-ce que c'est une arrestation pour lui ou est-ce qu'il y avait d'autres juifs qui étaient... C'est une dénonciation en fait. C'est une clinique qui recevait beaucoup de juifs et qui cachait des juifs qui se faisaient passer pour malades. Et ils ont été dénoncés par le cuisinier de cet hôpital, de cette clinique. Est-ce qu'on peut parler d'activités d'édition? Alors, je pense notamment à des éditions de manuels d'instruction religieuse. Oui. On en présente un dans nos parcours permanents. Ou éventuellement peut-être de presse clandestine à destination, je ne sais pas. Alors, à Lyon, bien sûr, il y avait des presses clandestines, surtout communistes. Des presses résistantes, bien entendu, notamment la presse qui représentait l'Union des Juifs de la Résistance et de l'Entraide, donc de l'UGIR, avec des personnages assez connus comme Chapochnik et d'autres, qui étaient très très diffusés sur Lyon et sur toute la région, bien entendu. Il n'y avait pas que des communistes. Oui, mais on parle de presse juive. Donc. Il y avait autre chose à faire que de la propagande. C'était pas de la propagande. Je suis d'accord avec vous, monsieur Altarac. Maintenant, on peut broder tout ce qu'on veut. Ceux qui s'en sont sortis le mieux, c'est ceux qui sont partis au maquis. Du premier jour, ils ont pris... Moi, j'ai parlé de ma famille qui était dans les maquis de la Cercle. J'ai une autre partie qui était dans la Haute-Loire. Ceux-là... Oh, m'entend avec la... En général, on vous entend. Ceux-là se sont bien sortis. Les autres, heureusement qu'il y avait des bons Français qui nous ont pris en charge et qui ont risqué leur vie pour nous. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui
les Juifs parmi les nations. Alors, Monsieur Altarac, je suis entièrement d'accord avec vous et vous savez que je partage cette opinion et vous le savez très bien, on en a discuté plusieurs fois. Mais ce que je veux vous dire, je veux rajouter une chose, c'est que bien sûr il y avait à cette époque-là besoin de la société environnante et j'ai essayé de le montrer. Mais je veux aussi je veux faire passer cette idée que les Juifs se sont aidés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont participé en s'organisant. Je vais vous prendre un exemple précis, Monsieur Altarac, mais je vais le aussi pour tout le monde. Lorsque l'on parle des enfants de Vénissieux, alors bien sûr, ils ont été sauvés par le cardinal Gerlier. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été démontré. Maintenant, lorsque l'on va chercher dans le détail le devenir de ces enfants, on s'aperçoit que, notamment pour Lyon, je parle de Lyon. La majorité des enfants qui sont restés sur Lyon, un léger temps, très, très peu, mais suffisamment, ont été placés d'abord dans des familles juives. Et rappelez-vous, Monsieur Altarac, ce que vous avez vécu vous-même, c'est que vous avez été recueillis d'abord par une famille Lévi. Ensuite, je ne dis pas que la société environnante n'a pas aidé les Juifs. Bien au contraire, de toute façon, les Juifs n'auraient pas pu s'en sortir sans l'aide de tout le monde. Mais nous n'allons pas débattre, Monsieur Altarac. Peut-être qu'il y a d'autres questions. Vous dites que vous m'attaquez. Non, je ne vous attaque pas. Que j'ai été caché dans une famille juive. Alors vous permettez que je vous réponde. Oui. Bon, pourquoi on a été caché dans une famille juive la première nuit C'est parce que le maréchal Pétain avait dit qu'il épargnerait les Juifs français. Comment ne pas croire le maréchal Pétain, ce héros de Verdun, tout à fait. Ce beau grand-père qui venait tout à fait. À l'école. Tout le monde était pétainiste. Mais une nuit, puis on a vu tous des gens déchanter. Croyez-moi que même le Lévi qui nous a cachés, il est parti au maquis 48 heures après. Alors, madame, vous arrêtez pas sur des pas comme ça. Je suis pas d'accord. Merci, madame. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une chose qui s'appelle dans le groupe. Il y a beaucoup de Juifs parmi les nations. Ben oui. C'est tout. On le doit en grande partie aux Français patriotes chrétiens et chrétiens ou francs-maçons. Je jetais parce que oui. Bon, ils étaient plus d'accord avec cette voyure, mais c'est grâce aux Français qui n'étaient pas antisémites. On vivait avec eux. Jamais on a traité de juifs depuis l'école jusqu'à maintenant, j'ai 85 ans. Jamais. Merci les Français qui nous ont aidés. Je voulais juste vous poser une question, parce que j'ai vu tout à l'heure, quand vous montriez tout à l'heure, où la Gestapo, ou d'autres, à un moment, vous avez marqué AB, je ne sais pas quoi, un service AB, qui était au 38, enfin, rue Édouard Herriot, qui était la rue de l'Hôtel de Ville. Oui. Et donc, c'était quoi comme service? Parce que là, au 38, c'était mon grand-père. Alors, qui avait les soirées sommaires. Ah, vous parlez des pillages d'appartements. Oui, non, vous avez dit où étaient situés les... Il me semble que j'ai compris où étaient situés les services allemands. Alors, vous avez marqué un service allemand qui était au 30. Ah, d'accord, oui. Et c'était quoi c'est l'Abwehr, c'était quoi redonnez-moi l'adresse. 38, vous avez marqué 38 rue Édouard Herriot. 38 rue Édouard Herriot. Qui était la rue de l'Hôtel de Ville à l'époque. Ah oui, alors, c'est ceci-là. C'est cette carte-là. Non, c'est avant. C'est avant quand vous avez montré tous les services avant. Au début, c'est pas. Alors on est d'accord, on parle des pillages. Voilà, pillages peut-être, voilà. Je veux savoir de quoi vous parlez exactement parce que voilà, hop. Et bon, on va y arriver. On va y arriver, oui. Ça va. Voilà. Il y avait une carte, il y avait un moment, vous avez fait une carte, il y avait dit voilà. Ici, là, je vois 38 rue Président Édouard Herriot, le LAB. Le LAB, c'est la Ligue anti-bolchevique. C'est un groupement de l'ultra-collaboration dirigé par un certain monsieur Couchou,
qui travaille de façon très étroite avec les groupements d'action du docteur Crécler et qui sont affiliés directement à Klaus Barbie. Et donc ils étaient dans l'immeuble. Et ils étaient dans l'immeuble. Et donc, mon grand-père, les soirs Ulmo sommaire, ils étaient au premier étage. Et nous, mon grand-père était au 36. Oui. On n'a pas été donné, je sais pas. Bon, on parlait de cachet tout à l'heure, effectivement. Après, moi, j'étais d'abord caché à Brive, mais bon, là, je suis trop petit, je me souviens pas, puisque c'était là donc vous avez montré avec David Feuerwerker, donc qui a été, donc c'était caché à Brive avec sa femme, qui était la famille Gluck, donc Rose Gluck, qui ont été. Alors, je ne sais pas à quel moment il a été mon oncle a été grand rabbin de Lyon, je crois après Poliakov, mais là, je n'ai pas de souvenir. Vous parlez d'après la guerre, là. Non, c'était Feuerwerker, c'est après la guerre. Hein. C'était après la guerre. On est d'accord. Parce que moi, j'ai des photos que je suis petit. Il me semble que j'étais avec la famille Gluck qui était place Jean Soul. Mais bon, je pense que c'était pendant la guerre. Donc, le rabbin Feuerwerker a été nommé dès le mois d'octobre 1945 à Lyon. Et il est resté à peu près 1 an et il a été remplacé par le grand rabbin Poliakov. D'accord, je croyais que c'était. Alors, vous voyez, je suis trop petit pour me souvenir. Mais qui allait manger avec le cardinal Gerrier, qui était très ami avec le cardinal Gerrier. Oui. Alors je ne sais pas s'il mangeait caché ou pas caché, c'est un autre problème. C'est une longue discussion. Mais à l'époque, on était beaucoup moins strict, beaucoup moins orthodoxe, va-t-on dire, qu'aujourd'hui. Non, mais je ne vais pas parler personnellement. Par contre, quand vous avez parlé du 84 Vendôme, aussi, là, vous avez parlé j'ai oublié le nom, qui a été assassiné là, donc Goetschel. Oui. Je ne sais pas, parce que mes grands-parents, avant d'être 36 de Tel Aviv, habitaient 84 Vendôme aussi. Alors, je ne sais pas si c'est la même. Et peut-être que ma grand-mère était donc, je crois que c'était 2 sœurs, Adler. Est-ce que c'était donc ce même c'est dans le même bâtiment. C'est le même bâtiment, ou est-ce que c'était la même famille? Voilà. D'accord, merci. Une ultime question. Vous avez parlé du pillage d'un appartement ou de la synagogue qui avait été fait par des membres du PPF. Or, il se trouve que Le Monde d'hier parlait de l'abord d'un écrivain américain qui s'appelle Harry Matthews et il a épousé ce monsieur en 1992, Mary Schex. Et Mary Schex, c'est la sœur d'Anne Sylvestre, une chanteuse qui a eu dont le père était LVF. Dont le père était PPF. Et il était adjoint de Doriot, alors je me demande s'il n'était pas dans cette affaire. Mais enfin bon. Il n'était pas dans la région, je crois. Hein. Ah oui. Oui. Oui, il était ingénieur chimiste. Ah oui, peut-être. Non. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, je suis en voiture. Oui, je vous amène à un métro. Il n'y a pas de souci.